La maladie à cœur de Lewy peut se présenter de différentes façons. Donc, il y a plusieurs symptômes dans cette maladie-là, mais ils peuvent se présenter de façon différente chez une personne ou une autre. En gros, une personne pourrait commencer sa maladie avec des troubles au niveau de sa mémoire, un autre pourrait avoir des difficultés au niveau de l'attention, la concentration. Ça peut arriver que ce soit des problèmes plus au niveau moteur, des difficultés à se déplacer, des hallucinations, des troubles du sommeil, etc. Donc, quand on regarde tout ça, vous, comme proche aidant, c'est pas évident de s'y retrouver. Puis c'est pour ça qu'on va vous donner des trucs au quotidien, comment adapter votre quotidien pour que le quotidien demeure agréable pour vous et la personne atteinte. Je vais commencer avec les fluctuations cognitives parce que c'est une particularité dans la maladie à cœur de Lewy. Qu'est-ce que c'est ça, la fluctuation cognitive? C'est que d'une minute à l'autre, vous pouvez remarquer des changements assez impressionnants au niveau de l'attention, du comportement, même de l'état de veille, là, du sommeil, tout ça de votre proche. Vous pourriez remarquer, par exemple, que votre proche regarde le mur pendant plusieurs minutes, puis de quelques minutes plus tard, oups, là, vous retrouvez la personne dans son état normal, tout à fait apte là, à discuter avec vous puis à vaquer à ses activités. C'est pas évident. Vous pouvez avoir l'impression parfois que votre proche va simuler, qu'il va faire exprès pour être dans cet état-là. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment les changements au niveau du cerveau qui vont créer ces difficultés-là chez votre proche. Une autre difficulté au quotidien que vous pouvez avoir avec ces fluctuations-là, c'est que ça va être difficile de planifier pour vous au quotidien, d'organiser soit des activités, des soins avec votre proche, parce que vous pourriez avoir discuté avec votre proche de faire, par exemple, une sortie, et au moment de la sortie, bien, votre proche n'est pas en état de le faire, ça ne lui tente pas, il refuse. Donc, c'est pas évident d'aider votre proche puis de planifier ces activités. Ce que je vous conseille de faire, c'est que pour les autres personnes qui côtoient la personne, c'est pas évident, hein? Vos enfants, quand ils vont venir à la maison, ça se peut qu'ils vivent le même problème, qu'ils observent ces changements-là, puis qu'ils soient un peu déstabilisés comme vous l'êtes. Alors, parlez-en aux proches, aux gens là, qui côtoient votre proche. Si je peux aussi vous donner un autre conseil, ce serait de profiter du moment présent. Hein, c'est important, quand votre proche va bien, il est en forme, mais pourquoi pas en profiter pour faire les activités que vous vouliez faire. Évitez aussi de planifier trop à l'avance pour ne pas être déçu. Essayez aussi de faire des activités plus de courte durée. Évitez de planifier là, des activités qui vont prendre beaucoup de temps et là, vous risquez d'avoir des changements de comportement chez votre personne et d'être déçu. L'important, c'est d'avoir des moments agréables, donc il faut mettre toutes les chances de votre côté. Alors, un autre symptôme que vous allez voir, et ça même au début de la maladie, ce sont des problèmes au niveau de l'attention, concentration chez votre proche. Ce que vous pouvez remarquer concrètement avec ces problèmes-là dans votre quotidien, c'est que vous pouvez peut-être remarquer que votre proche a plus de difficultés à faire deux choses en même temps. Ça devient plus difficile également de faire une activité s'il y a beaucoup de bruit autour, si l'environnement là est plein de stimuli, il va avoir de la difficulté à aller au bout des choses. Autre chose qu'on peut voir régulièrement, c'est une difficulté à suivre une conversation. Surtout si c'est une conversation de groupe, plusieurs personnes, votre proche peut s'isoler, quitter la conversation, même décider tout simplement de changer de sujet. Et c'est pas par désintérêt, c'est vraiment parce qu'il a de la difficulté là, à suivre ce qui se passe dans la conversation. Autre chose, vous pouvez voir que votre proche a beaucoup de projets, mais que c'est difficile pour lui de les mettre à terme. Donc, il va débuter une activité très, très motivé et, oups, il ne se rendra pas à la fin parce que ça devient trop difficile et il y a une fatigue qui s'installe. Alors, comment vous pouvez l'aider au quotidien en lien avec cette difficulté d'attention-là? Moi, je vous dirais, essayez d'y aller par tâches plus fractionnées. C'est sûr que des activités là, qui sont très, très longues, quand il y a une fatigue qui s'installe, ça ne fonctionnera pas bien. Pour être attentif, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, si votre proche a des appareils auditifs, des lunettes, ça va être important qu'il les porte, même à la maison au quotidien, ça va l'aider. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est éviter les longues consignes, hein, y aller à une consigne courte à la fois. Et également là, de faire des tâches là, plus sous forme là, de tâches peut-être combinées. Donc, vous attendez d'avoir le contact visuel avec votre proche avant de continuer. Donc, s'il y a quelque chose d'important et que là, vous tentez de faire comprendre ça à votre proche et que là, il est en train d'écouter la télé, par exemple, bien, c'est sûr que ça ne sera pas facile pour lui là, de comprendre ce que vous lui avez dit.
Autre chose qui peut aider votre proche au niveau de l'attention, c'est que quand vous discutez avec lui, de parler plus lentement, ça va aider, c'est sûr, phrases plus courtes. Surtout quand il est au téléphone avec un proche important, là, d'essayer d'avoir un discours un petit peu plus lent, ça va aider. Ensuite, un autre symptôme qui va se présenter et qui va avoir de l'impact dans votre quotidien comme proche aidant, c'est des difficultés au niveau des fonctions exécutives. Fonctions exécutives, c'est quoi? Bien, dans le fond, en gros, c'est la capacité de raisonner, de planifier, d'organiser quelque chose. Donc, c'est quand même une fonction à des fonctions qu'on va avoir besoin dans la plupart des tâches et surtout dans les tâches qui sont plus complexes. Dans votre quotidien, par exemple, vous pourriez remarquer que votre proche a des difficultés à la gestion des finances. Donc, même s'il avait l'habitude de gérer ça lui-même, vous pourriez remarquer que c'est plus difficile de s'organiser et de faire toutes les étapes en lien là, avec, par exemple, un paiement de facture. Il peut y avoir aussi des difficultés pour une dame qui cuisinait beaucoup à l'élaboration de recettes justement un peu plus élaborées, des repas plus élaborés, parce que ça demande plusieurs étapes de la planification, etc. Autre difficulté que vous pouvez remarquer quand même assez souvent là, au quotidien, l'utilisation des appareils électroniques peut devenir plus difficile. Donc, manette de télévision, ordinateur, savoir peut-être le mot de passe, par quel endroit je fonctionne, tout ça pour ouvrir la télévision, pour me servir de la laveuse, du micro-ondes, etc. Donc, c'est certain que ce qui peut aider à ce niveau-là, c'est d'éviter premièrement de changer d'appareil électronique si on n'a pas besoin de le faire, d'essayer de garder une routine aussi, donc dans les activités de la vie de tous les jours, d'accompagner aussi votre proche dans ces tâches-là. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de vous asseoir avec votre proche pour planifier justement le paiement d'une facture et d'y aller par étapes. Une fois que l'étape est terminée, on passe à l'autre étape. Donc vraiment y aller par section, ça va aider et en plus, ça va être une activité là, que vous allez trouver agréable parce que vous allez pouvoir le faire ensemble. Donc, pour toutes ces tâches-là qui sont un peu plus complexes, accompagnez votre proche, soyez patient, laissez-le faire ce qu'il est capable de faire tout en l'accompagnant. Ça peut vraiment là, faciliter tout ça. Donc, pour aider votre proche au niveau de ses difficultés exécutives, vous pourriez établir une routine simple, des rituels, toujours fonctionner de la même façon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être y aller une étape à la fois, ça va aider à accompagner votre proche à ce niveau-là. Ce que vous pourriez faire aussi, comme c'est plus difficile pour votre proche de s'organiser, c'est de l'aider. Comme par exemple pour les vêtements, d'organiser peut-être les vêtements par saison, serrer les vêtements dont il a le plus besoin et plus mettre les vêtements dont il aurait besoin pour la saison, etc., faire des rotations. Même chose, peut-être classer par catégorie dans la chambre, les tiroirs, ça pourrait aider votre proche avec tout ça. Donc, dans le fond, c'est de l'accompagner pour qu'il puisse continuer. Vous pouvez peut-être gérer un peu plus l'aspect planification, puis lui peut vous accompagner dans les tâches à accomplir, et là, ça vous fera un beau moment là, à passer ensemble. Un autre symptôme qui va se présenter dans la maladie à cœur de Lewy chez votre proche, c'est des difficultés au niveau de la mémoire. C'est pas nécessairement au début de la maladie que vous allez en rencontrer le plus, mais au fur et à mesure que la maladie va évoluer, il y a de plus en plus de difficultés qui vont s'installer au niveau de sa mémoire. Qu'est-ce que vous pouvez observer au quotidien? C'est que la personne va se répéter, va vous demander de répéter, va peut-être oublier la date du jour, oublier des rendez-vous. Ça va être plus difficile de gérer la prise de ses médicaments. Peut-être aussi va chercher ses objets dans la maison, même s'ils sont toujours placés au même endroit. Va avoir des difficultés aussi à se rappeler où va un objet. Donc, veut s'aérer, par exemple, les ustensiles, va avoir de la difficulté à trouver l'endroit où les mettre. Ça peut arriver également qu'elle cherche les ingrédients dans une recette qu'elle a toujours fait. Même chose pour un homme qui va faire de la mécanique, peut avoir de la difficulté là, à suivre ce qu'il a à faire. Donc, les tâches qui demandent plusieurs étapes vont devenir là, de plus en plus difficiles. La mémoire de la personne, ça va avoir un impact. Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'avec votre proche, vous allez pouvoir utiliser des aides-mémoire, des mémos un petit peu partout pour pouvoir aider. Par contre, il ne faut pas utiliser trop de mémos, ça peut nuire à ce moment-là, mais vous pourriez par exemple mettre sur le four micro-ondes pour l'utilisation du micro-ondes, juste pour le plat, 2 minutes, donc un petit mémo qui va pouvoir l'aider là, à demeurer autonome. Autre chose sur le plan de la mémoire, surtout pour s'orienter,
s'orienter dans le temps, c'est une belle façon, en vous levant, d'avoir un calendrier à un endroit que votre proche va souvent regarder, peut-être sur le réfrigérateur. Donc, vous avez un calendrier. Quand on se lève, on prend l'habitude d'aller voir le calendrier. Une fois que la date est vue, on peut mettre un X dessus et regarder en même temps est-ce qu'on avait des rendez-vous planifiés ou quelque chose de spécial aujourd'hui. C'est une belle façon de commencer la journée puis de s'orienter un petit peu dans le temps. Ça pourrait aussi être une belle façon, si la personne oublie ses numéros de téléphone, par exemple, c'est de mettre les numéros de téléphone déjà enregistrés dans l'appareil. Il faut éviter d'en mettre trop, mais les numéros qu'il va utiliser le plus souvent, ça pourrait être enregistré dans le téléphone. Il n'aurait qu'à peser sur le bon bouton pour rejoindre, par exemple, votre fille. Pour les numéros importants également, je vous conseille les numéros d'urgence. Vous pourriez avoir une courte liste là, juste à côté du téléphone. Autre chose qui peut aider sur le plan de la mémoire, on parlait tout à l'heure de chercher où se trouvent les objets, où on va serrer les objets. Bien, vous pourriez étiqueter les armoires, donc peut-être marquer, là c'est les poêles, là c'est les verres qui vont là. Donc la personne, quand elle va vider la vaisselle ou va vouloir se prendre un verre d'eau, elle va pouvoir le voir facilement, ça va être identifié. Donc, la mémoire, vous allez voir, ça touche beaucoup de tâches au quotidien. Il ne faut pas vous en faire. Il y a des bons petits trucs pour aider. Ce qu'il faut absolument éviter, là, c'est d'essayer de tester la mémoire de votre proche, d'essayer de lui dire « Ah, tu te rappelles-tu telle chose? » Ça va le mettre en échec. Puis, comme c'est relié à la maladie, bien, ça va juste créer les difficultés peut-être là, dans votre relation. Alors, c'est plutôt de l'encourager puis de mettre des trucs au quotidien pour qu'il puisse continuer là, à fonctionner normalement. Un autre symptôme qui peut vous sembler un petit peu difficile à comprendre, c'est ce qu'on appelle les troubles des perceptions visuelles. Qu'est-ce que c'est ça, dans le fond? C'est pas des difficultés au niveau de la vision. Votre proche peut avoir une très bonne vision, mais avoir ces difficultés-là. En gros, c'est quoi les capacités là, de perception visuelle? C'est vous, comme personne, être capable de vous visualiser dans l'environnement, de visualiser également les objets qui sont dans l'environnement, de vous situer aussi au niveau des profondeurs, au niveau des distances, ce qui n'est pas toujours évident, puis ce qui peut amener quand même beaucoup de problèmes au quotidien. Vous pourriez avoir remarqué que votre proche est plus là, réticent avant de descendre, monter les escaliers parce que des difficultés à bien se situer. Même chose pour embarquer, sortir du bain, ça peut devenir difficile. Autre chose qui peut être altérée, on peut avoir l'impression que la personne est plus maladroite parce que quand elle circule, elle va avoir besoin de plus de points de repère pour se situer. Vous pouvez remarquer qu'il y a des chutes également et ce n'est pas nécessairement des problématiques au niveau de son équilibre. Donc, ce n'est pas évident. Et un des gros aspects de la vie quotidienne qui va être chamboulé avec ces difficultés-là, je vous dirais que c'est la conduite automobile. Il faut avoir la discussion assez tôt avec votre proche en lien avec ça parce que le fait de ne pas être capable de bien évaluer les distances, les courbes, se situer également, par exemple, la voiture dans un stationnement, bien, ça va être très difficile de maintenir la conduite automobile sécuritaire pour votre proche. Alors, il faut avoir la discussion, puis il faut essayer de trouver là, des moyens pour que la personne puisse continuer à vaquer à ses occupations sans avoir là, accès à son permis de conduire. Au niveau des conseils dans la vie de tous les jours, pour aider au niveau des perceptions visuelles, ce que je vous conseille, c'est d'avoir premièrement un environnement adapté. Votre environnement adapté, ça veut dire quoi? Bien, vous pourriez par exemple avoir un bon éclairage, et c'est important d'avoir un bon éclairage en tout temps. Pendant la nuit, d'avoir peut-être des veilleuses, des points de repère lumineux là, pour les endroits que votre proche va fréquenter, comme la salle de bain par exemple. Comme la personne a de la difficulté aussi à imaginer ou à situer un objet dans l'environnement, bien, désencombrer. Donc, par exemple, vous voulez qu'il se brosse les dents et là, sur le comptoir, vous avez des tonnes d'objets. Ça va être difficile pour lui là, de trouver la brosse à dents et la pâte à dents. Donc, vraiment de mettre les objets qui sont utiles là, seulement là, sur les endroits qu'il va utiliser. Autre chose, vous pourriez utiliser des couleurs un peu contrastantes dans votre quotidien. Je vous donne un exemple. Vous avez un repas pour votre proche. Il y a une pomme de terre pilée, elle est dans une assiette blanche, mais ça se peut très bien que, pas parce qu'il n'a pas envie de manger la patate pilée, mais qu'il ne la mange pas parce qu'il ne la voit pas dans l'assiette. Donc, d'utiliser des couleurs contrastantes au niveau de la vaisselle peut aider votre proche là, à bien fonctionner. Également, épurer ce qu'il y a sur la table, éviter les motifs trop nombreux dans la nappe, dans la vaisselle, parce que là, au contraire, il va avoir tendance à vouloir agripper ce qu'il y a là, comme motif, pensant que c'est un objet. Même chose pour les tapis, ça peut créer des chutes. La personne, s'il y a beaucoup de motifs, peut avoir l'impression que c'est des objets qu'il doit enjamber. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là.
Et il faut que la personne demeure quand même active. Donc, vous continuez à faire des activités avec lui. S'il a besoin d'un accessoire à la marche, il faut le faire. Mais l'important, c'est de demeurer actif et de limiter les distractions, là, vraiment avoir un environnement plus épuré. Je vais vous parler des troubles du comportement. Le trouble le plus parlant dans la maladie à corps de Lewy, c'est souvent les hallucinations visuelles. Je vous dirais même qui caractérisent bien la maladie. Les démences avec corps de Lewy, souvent les patients, au tout début d'installation, auront une sensation de présence ou encore verront une personne passer, mais une hallucination qui n'est pas très bien définie. Mais c'est pas long que là, tout de suite arrivent les hallucinations beaucoup plus détaillées, beaucoup plus définies. La personne pourra voir des hallucinations bien animées, elle pourra voir des adultes, des jeunes enfants, des petits animaux. La personne aussi, avec démence à corps de Lewy, aura toujours l'impression d'avoir une sensation de présence. Même si le couple est seul dans la maison, elle aura l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre avec eux. Et aussi, il y a souvent le phénomène de trouble de perception qui pourra aussi amener la personne à avoir une peur des profondeurs, comme le fait d'embarquer dans la baignoire où on a l'impression qu'il y a un trou dans la baignoire à ce moment-là. Le patient, les exemples d'hallucinations, bien, il y en a plusieurs, sauf que celles qui sont souvent décrites dans nos bureaux, c'est que la personne atteinte peut regarder par la fenêtre et là, elle peut voir tout simplement la voiture stationnée dans votre cour et apercevoir des personnes, des personnages dans la voiture. Et c'est tellement bien défini qu'elle pourra vous dire s'il y avait un adulte, 2 enfants, comment ils sont habillés. Alors, ça semble vraiment réel. L'important, je vous dirais, à travers tout ça, c'est de comprendre que ce phénomène-là existe chez votre proche et d'essayer de diminuer le stress à travers tout ça. Souvent, les gens, les personnes atteintes ont une autocritique là, du début à la presque toute fin de la maladie. Alors, ils pourront avoir peur de votre jugement, puis en même temps, ils auront peur de vous parler de tout ça. Alors, c'est à vous de leur montrer que vous les comprenez, que ces phénomènes-là sont présents, puis que c'est vrai que ça peut être angoissant. La personne peut tout simplement penser, comme je vous disais tantôt, qu'il y a une autre personne avec vous dans la maison, mais au point de mettre à l'heure des repas un 3e napperon sur la table et un 3e couvert. Juste pour vous donner là, la saveur, comment elle pense que vous n'êtes pas seul dans votre domicile. Si la personne est angoissée, il faut vraiment prendre le temps d'écouter la description que la personne fait, mais il ne faut pas trop embarquer dans le jeu. Alors, si la personne vous dit vraiment, là, chérie, j'ai vu des rats, des souris passer dans la maison, c'est sûr que c'est angoissant. Mais il ne faut pas dire nécessairement que vous les avez vus, là, une chose à ne pas faire, mais quand même montrer que oui, il se peut qu'elle les voit, mais que vous, en réalité, vous ne les voyez pas, pour essayer de rassurer la personne à travers tout ça. Si la personne est trop angoissée, à ce moment-là, il faut essayer de la distraire avec des stimulations qui sont plutôt familières pour elle, là. Soit écouter de la musique, faire des jeux qu'elle apprécie, tout ça. Et ce qui est important ici, c'est de savoir que les hallucinations visuelles chez la personne avec une démence à corps de Lewy, habituellement ne sont pas menaçantes. C'est contrairement aux hallucinations présentes plutôt du côté psychiatrique. Maintenant, je vais vous parler des troubles du sommeil paradoxal. C'est pas présent chez tous les patients avec atteinte de démence à corps de Lewy, mais quand même, on le voit assez fréquemment. Alors, il faut savoir qu'ordinairement, lorsqu'on est dans un sommeil profond, chaque personne est a une sorte d'atonie, une paralysie qui fait qu'on ne bouge pas pendant qu'on rêve dans la nuit. Sauf que les patients avec démence à corps de Lewy qui ont cette atteinte-là ont une perte d'atonie, ce qui veut dire qu'ils vont se mettre à acter leurs rêves. Alors pour vous, proche aidant, conjoint-conjointe, bien ça va être... Souvent, vous allez pouvoir voir votre conjoint qui va bouger, donner des coups de pied, des coups de poing, pour même chuter de son lit. Alors, ce qui est important ici, c'est la sécurité, et oui, du patient, mais aussi de vous, le conjoint. Il y a certains patients aussi qui pourront se lever la nuit alors qu'ils dorment. Ces patients-là ne sont pas toujours conscients qu'il y a eu une nuit agitée. Par contre, certains d'entre eux pourront dire qu'ils ont l'impression d'avoir fait des cauchemars toute la nuit. Ce qui est important ici, c'est d'établir un rituel puis de s'assurer que la nuit va être calme avant le coucher, là. Et là, on parle de sécurité, c'est bien sûr, là. Il n'y a pas un couple qui va agir de la même façon, tout dépendant de l'atteinte du sommeil paradoxal. Dans certains cas, j'ai vu des conjointes devoir rembourrer les côtés de lit. Il y en a d'autres qui ont dû diminuer le matelas plus près du sol parce qu'il y avait des risques de chute chez leur conjoint.
Vous allez voir au fil du temps comment ça se passe chez vous. Il y a des gens pour qui, d'un commun accord, décideront, eux, de laisser le lit double dans la chambre pour finalement utiliser 2 lits simples. Hein? Souvent, ça fait qu'on a une barrière physique, on est moins près de l'autre, alors s'il bouge, on est moins à risque de recevoir des coups. Pour certains autres couples, il y en a qui auront la décision à prendre de faire chambre à part. Parce que parfois, on a un sommeil qui est léger, puis les bruits que fait l'autre pendant la nuit, bien, ça peut être dérangeant pour notre sommeil. Alors que c'est pas parce qu'on fait chambre à part qu'on n'a plus non plus d'intimité. Vous pouvez quand même avoir une première portion de la nuit avec l'autre, puis lorsqu'on sent que l'endormissement s'en vient, bien, on transfère dans une autre chambre à ce moment-là. Ce qui est important, si vous décidez de faire chambre à part, c'est toujours la notion de sécurité. Si vous êtes consciente que votre conjoint peut se lever, bien, c'est surtout de ne pas le contentionner et surtout pas de barrer la porte de la chambre, là. Certains patients iront même jusqu'à utiliser un système pouvant vous aviser que le conjoint s'est levé. Si le conjoint se lève, il faut souvent attendre que la personne se calme si elle est agitée. Par la suite, on lui parle calmement et on l'invite tout simplement là, à reprendre le lit pour se coucher. Maintenant, je vais vous parler du délire de l'imposteur, ou encore mieux connu sous le nom du cap-gras. Alors, même si votre proche a bien de l'autocritique, il se peut qu'à un moment donné, elle ne vous reconnaisse plus comme conjointe. Elle sait pourtant qu'elle a un conjoint, elle peut le nommer. Mon conjoint s'appelle Bernard, il est doux, il est bien attentionné. Mais là, même si Bernard est à côté d'elle, elle ne le reconnaît plus à un moment donné dans la journée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Bien, c'est de rester calme, essayer d'être rassurant. Il ne faut surtout pas dire à la conjointe là, que non, chérie, je suis ton conjoint, puis être trop insistant. Si elle pense que le sosie en question est plutôt mal attentionné, bien, à un moment donné, on peut se retirer, sortir un peu de la pièce, revenir calmement. Des fois, ça se passe seul. Mais souvent, il faut utiliser des stratégies en utilisant là, des discussions, des diversions avec des photos, des proches qu'elle connaît. Parler de, tu sais, ta maison, chérie, tes enfants qui t'aiment, ton conjoint, il t'apprécie, de sorte que la personne sache qu'on connaît bien son entourage puis qu'on est une bonne personne pour elle. À travers tout ce phénomène-là, il se peut aussi que la personne ne se reconnaisse plus lorsqu'elle se voit dans le miroir. Alors, ça peut être très angoissant pour la personne. À ce moment-là, bien, des fois, on va même conseiller au couple de retirer ou de camoufler tous les miroirs qui sont dans la maison. Ça peut être apeurant, mais il faut juste savoir que ça arrive, puis savoir comment rassurer l'autre à ce moment-là. Maintenant, je vais vous parler d'un autre phénomène qui peut toujours être présent, mais comme je vous dis, tout ce que je vous présente aujourd'hui ne sont pas toujours des présentations de tous les patients. Il existe le phénomène des fausses croyances. Alors que la personne atteinte peut se mettre à penser qu'elle est dans un délire là, de vol. La personne peut penser qu'on lui a volé son collier, son porte-monnaie, son manteau. Ou encore, elle peut être de plus en plus méfiante envers vous, le conjoint, conjointe, une sorte de délire qu'on appelle de jalousie, où est-ce qu'elle pense que le conjoint lui est infidèle. Alors, les stratégies, c'est toujours de diminuer le stress chez la personne. Alors, si on pense que la personne s'est fait voler, bien, il faut utiliser des stratégies. On peut, pendant quelques minutes, essayer de l'aider à retrouver ce fameux collier ou manteau qui parfois a tout simplement été mal rangé. Mais il s'agit de ne pas le faire trop longtemps pour encourager ce mauvais comportement. Si la personne pense plutôt que vous lui êtes infidèle puis qu'elle devient agressive, comme je vous ai dit précédemment, parfois il faut changer tout simplement de pièce, attendre que la poussière retombe, puis revenir vers elle doucement par la suite. Ce qui est important dans le fond, c'est de la laisser s'exprimer à ce moment-là. Si la personne demeure agressive à cause de ces événements-là, soit le vol ou la jalousie, il se peut parfois que vous ayez besoin d'aide aussi d'une autre personne pour vous aider là, à faire face à cette difficulté-là. Une chose importante, il faut toujours éviter la confrontation. Ne pas dire à votre conjointe, « Ben oui, chérie, je suis bien Bernard, ton conjoint qui t'aime. » On laisse aller les événements, puis pour ne pas renchérir ce comportement-là qui peut mener à l'agressivité chez votre proche. Maintenant, je vais vous parler de la dépression et de l'anxiété. Les signes de dépression, comme la tristesse, le désespoir, l'irritabilité, l'anxiété, peuvent être présents dès le début de la maladie Accord-Lewis.
Ce qui est important de savoir, c'est que ces signes de dépression-là, s'ils arrivent chez une personne après l'âge de 50 ans, 60 ans, chez une personne qui n'a jamais eu de signes psychiatriques avant, bien, ça peut être même annonceur de la maladie dégénérative qui s'installe, que ce soit la maladie d'Alzheimer, la corde de Lewy, etc. Il faut savoir que les malades atteints de démence à corde de Lewy demeurent avec une forte autocritique du début presque à la fin de la maladie. Alors, il se peut que face à leurs symptômes, que ce soit les symptômes parkinsoniens, les difficultés au niveau qu'amènent les hallucinations visuelles, etc., leur cause une anxiété ou encore bien du chagrin, parce qu'ils sont conscients de tous ces déficits-là. Pour aider votre proche, vous pouvez quand même les amener à faire des activités plaisantes, qui pourront être même valorisantes, où est-ce que leur estime de soi pourra être augmentée. Lorsqu'on connaît bien notre proche, on connaît bien son histoire de vie, bien, ça nous permet aussi de mieux les aider. Parce que si on avait une conjointe qui était très active, qui avait toujours une activité de planifier quotidiennement, puis que là, du jour au lendemain, bien, il y a certaines activités qu'elle n'est pas en mesure de faire, mais ça peut être difficile, puis ça peut expliquer en partie son chagrin. Ce qui est important lorsqu'on parle de signes et symptômes de dépression, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas un risque de suicide chez notre proche. Parce qu'à ce moment-là, souvent, on a besoin de l'aide d'un professionnel, que ce soit médecin de famille ou service d'urgence. Maintenant, je vais vous parler d'un autre syndrome qui peut cohabiter avec cette anxiété et cette dépression-là. Avec l'avancée de la maladie, il peut arriver un syndrome qu'on appelle le syndrome crépusculaire. En fait, à la tombée du jour, lorsque la nuit s'installe, souvent les patients deviennent de plus en plus anxieux et agités et ça pourra mener à de la confusion et même une errance chez votre proche. Je vous ai parlé tantôt du délire de jalousie ou du syndrome du Capgras et c'est souvent dans ces périodes-là que tout ça fait surface. Alors, il peut être fréquent là, que la personne, à la tombée du jour, veuille sortir pour aller rejoindre son proche qu'elle aime tant, alors que Bernard, il est juste à côté d'elle. Alors que là, c'est comme s'il y a une confusion qui s'installe, elle ne reconnaît pas nécessairement votre domicile, puis elle ne vous reconnaît pas, mais tout ce qu'elle a en tête, c'est d'aller rejoindre l'autre qu'elle aime. Alors, soyez pas surpris si jamais ça arrive au cours de la maladie. Maintenant, je vais vous parler de l'apathie. Il est bien important de faire la différence entre l'apathie et la dépression. Souvent, la personne atteinte avec une démence à corde de Lewy va avoir un moins grand intérêt pour faire certaines activités. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est déprimée ne vit pas bien avec ce symptôme-là. Par contre, ici, la personne qui est apathique, elle, se sent bien avec ça. C'est la grosse différence entre dépression et apathie. Alors, soyez pas surpris si votre proche a moins d'intérêt pour faire de nouvelles activités ou encore si elle a moins d'initiative pour avoir des interactions là, spontanées avec ses proches ou bien même si elle est moins affectueuse avec ses petits-enfants, son animal domestique. Ça fait partie parfois de la maladie. Alors, ce qui est important ici, c'est de l'amener, essayer d'exprimer ses émotions malgré tout, puis d'essayer de lui convaincre là, de faire certaines activités. Puis si toutefois la personne en tant que telle a envie de faire une activité, mais je vous dirais sauter avec elle dans cette activité-là, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le désir de faire cette activité-là va finalement arriver là. Et souvent, la personne, à travers cette apathie-là, a de la difficulté à démontrer ses émotions. Ce qui est bien important ici, c'est de savoir que le parkinsonisme amène l'aspect rigide du visage et ça peut être difficile d'interprétation justement parce que la personne peut être très heureuse et très contente de faire une activité, mais son faciès ne démontre pas l'émotion vraiment là, à sa juste valeur. Ce qui est important ici aussi de savoir, c'est que souvent, il y a une grande frustration chez la personne, le proche, parce qu'on a l'impression qu'on veut faire plus pour notre proche que la personne elle-même. Mais c'est bien important de comprendre que l'apathie n'égale pas paresse de la personne atteinte pour prendre soin d'elle-même. Il ne faut pas le voir de cette façon-là, au contraire. Maintenant, je vais vous parler du syndrome parkinsonien. Il faut savoir que la personne atteinte de démence à corde de Lewy a des symptômes qui sont vraiment semblables aux patients avec un diagnostic de Parkinson. Le parkinsonisme, comment il se voit chez votre proche, bien, il va amener une rigidité.
une atteinte psychomotrice. La personne peut avoir là, beaucoup plus de risques de chute. On verra aussi là, des tremblements, parfois symétriques là, des deux côtés du corps, mais je vous dirais qu'ils sont en moindre importance par rapport à celui qui a vraiment la maladie de Parkinson. Je vous ai dit, le patient est plus à risque. Pourquoi? Parce que aussi la maladie, le parkinsonisme amène des chutes de tension orthostatique qui peut l'amener à chuter, mais aussi parce qu'il y a une démarche à petits pas. Alors ici, c'est bien important d'axer sur la sécurité des déplacements. Alors, il faudra éviter là, que les pièces soient encombrées ou encore éliminer là, les tapis là, de la surface de vos planchers. Ce qui est important lorsqu'il y a une installation du parkinsonisme, c'est qu'on doit là, vraiment là, amener votre proche à avoir un plan d'exercice physique régulier. Je vous dirais qu'il faut favoriser les répétitions et aussi les automatismes moteurs. Ça veut dire que tous les gestes de la vie quotidienne, que ce soit se lever, marcher, se pencher pour avancer un objet, faut amener votre proche à être conscient de toutes les étapes qu'il fait pour qu'il fasse un genre de renforcement. Alors que parfois, les gens sont souvent portés à vouloir aider leurs proches pour se lever. Ils ont toutes les capacités pour faire tout ça. Il faut juste leur donner les bons outils. Un fauteuil avec des accoudoirs peut très bien faire la chose. Un symptôme qui va souvent survenir dans la maladie à corps de Lewy au niveau physique, c'est l'apparition d'une incontinence urinaire, donc des urgences urinaires, la personne va s'échapper, n'aura pas le temps de se rendre à la toilette ou même de ne pas être du tout capable de se retenir. Donc, ces incontinences urinaires-là peuvent être difficiles à gérer au quotidien, mais il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Premièrement, bien, c'est sûr que la personne en tant que telle, si vous lui proposez régulièrement d'aller à la salle de bain, bien, peut-être qu'il va y avoir moins de pertes urinaires parce que, bon, même si elle a moins envie, ça va être plus facile à gérer. Privilégiez également là, le port de vêtements qui sont amples et qui sont faciles à retirer. Comme ça, si la personne se rend à la salle de bain, bien, elle aura plus là, de facilité à retirer ses vêtements, donc moins de risque de s'échapper. Bien sûr, la consommation en eau ou en boisson, là, comme caféinée, ça peut augmenter là, la fréquence urinaire. Alors, c'est important là, de limiter ça, surtout avant la nuit, si vous ne voulez pas là, qu'il passe la nuit debout. Autre chose assez pratique, c'est le port de protection dans les sous-vêtements. Donc, il y a toutes sortes de sous-vêtements maintenant avec différents degrés d'absorption. Alors, c'est d'utiliser là, ces protections-là. Utiliser également peut-être des piquets que vous allez mettre dans le lit, sur les ameublements. Comme ça, s'il arrive des accidents, c'est plus facile pour vous là, de nettoyer tout ça. Puis la personne se sent aussi moins mal à l'aise là, de s'être échappée. Une autre façon d'aider votre proche, de faciliter l'accès également à la salle de bain. Donc, c'est sûr que d'avoir une salle de bain sur le même étage, ça peut aider. Sinon, vous pourriez quand même indiquer où est la salle de bain, bien l'éclairer. Il y a même des gens qui peuvent retirer la porte là, de la salle de bain. Comme ça, l'entrée est plus rapide. Donc, c'est des choses qui peuvent aider pour faciliter l'accès à votre proche. Maintenant, on va parler d'un symptôme qu'on va voir aussi souvent à cause des changements au niveau moteur. On peut voir la présence de constipation. Donc, c'est sûr que vous voyez qu'il y a un ralentissement souvent là, au niveau moteur en raison de la maladie. Et là, ça va ralentir la digestion, donc souvent provoquer là, de la constipation. Il y a des choses que vous pouvez faire dans l'alimentation. Donc, c'est sûr que la consommation de fruits, légumes variés, ça peut aider. L'apport aussi en fibres, donc de privilégier les pains à grains entiers, au blé, tout ça, ça peut favoriser aussi la digestion et éviter là, la constipation. Autre chose, ce serait de boire, de s'hydrater pour aider tout ça. Par contre, il faut faire attention si votre proche est incontinent. Alors, il faut trouver le juste milieu pour pouvoir aider à avoir des selles régulières, mais à ne pas être toujours à la toilette. Donc, c'est important de voir le juste milieu de tout ça. Si votre proche bouge beaucoup moins, ça peut aussi créer de la constipation. On sait que de bouger, ça peut stimuler aussi ses intestins. Donc, de prévoir un moment là, à tous les jours où la personne va marcher, bouger, ça devrait aider. Si la constipation est sévère, la personne ne va pas à la selle pendant plusieurs jours, a des douleurs, tout ça, je vous conseillerais d'aller consulter le médecin de famille
famille, premièrement, parce qu'il y a des solutions là, qui pourraient vous proposer, soit dans la médication, laxatif, donc des médicaments à prendre au besoin là, qui pourraient aider, ou même des médicaments à prendre tous les jours. Si vous n'avez pas accès à votre médecin de famille, il y a aussi le pharmacien qui est un bon allié. Donc, il y a votre liste de médicaments, il sait qu'est-ce qu'il peut vous proposer là, qui est bon pour vous puis qui ne nuira pas au reste de vos médicaments. Ce que vous pouvez observer aussi chez votre proche avec la maladie à corps de Lewy, c'est de l'hypotension orthostatique. C'est quoi ça? Donc, c'est des baisses rapides de pression artérielle qui peuvent provoquer des étourdissements, des chutes. Souvent, ça va se présenter quand la personne va bouger trop rapidement. Donc, elle est couchée, elle veut se lever trop vite, il peut avoir des étourdissements à ce moment-là parce que la pression va chuter. Même chose si elle passe de assis à debout. Si elle se penche à l'avant pour aller, par exemple, lasser sa chaussure, ça peut se provoquer également. On pourrait aussi l'observer après des repas copieux. Le fait de manger là, un repas copieux peut provoquer une baisse là, rapide de pression artérielle. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, je vous dirais, bien sûr, l'hydratation est encore une belle option parce que de boire plus d'eau va augmenter légèrement la pression artérielle, donc de bien s'hydrater. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'éviter justement les repas très, très copieux, la prise d'alcool aussi qui peut ne pas aider. De rappeler régulièrement à votre proche de changer de position de façon moins rapide, de prendre le temps de se lever, prendre le temps là, avant de s'asseoir, qu'il n'y ait plus d'étourdissement. Et si les étourdissements et ces épisodes-là d'hypotension provoquent des chutes et que c'est sévère, moi, ce que je vous dis, il faut absolument que vous contactiez votre médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire, soit dans la médication, soit vous donner des conseils, comme par exemple porter des bas de compression, ça pourrait aider. Il pourrait aussi vous proposer d'avoir une alimentation un petit peu plus riche en sel. Ça peut paraître curieux parce que souvent, on se fait dire que le sel n'est pas bon, mais pour les personnes avec des chutes de pression, de l'hypotension orthostatique, des fois, d'augmenter l'apport en sel peut aider. Par contre, pour certaines maladies, ça peut nuire. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'avant de débuter là, cette alimentation-là riche en sel, il faut en parler à son médecin, ça c'est sûr, pour être sûr là, que ça ne créera pas là, des torts à votre proche. Une autre préoccupation qu'on va entendre beaucoup avec la maladie à corps de Lewy, puis vous comme proche aidant, c'est la sexualité dans votre couple. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a des changements physiques aussi chez le proche qui est atteint de la maladie qui peuvent là, créer là, des difficultés au niveau des relations sexuelles. Pour les hommes et les femmes, ce qu'on peut observer avec la maladie, c'est des difficultés, baisse de désir sexuel, donc la difficulté là, à avoir du plaisir. Chez les hommes, on va avoir des difficultés érectiles qui peuvent se présenter, donc soit difficulté à avoir une érection ou à la maintenir, ce qui peut rendre les rapports sexuels plus difficiles. Pour la femme, ce serait plutôt une sécheresse vaginale qui peut s'installer, donc une perte de lubrification qui peut également là, être un obstacle au rapport sexuel. En gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que votre sexualité dans votre couple, vous la connaissez, vous la vivez depuis plusieurs années. C'est pas parce que la maladie s'installe que cette relation-là doit tout simplement cesser. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est d'en discuter. Discuter dès le début de la maladie avec votre proche, de voir comment vous voyez ça. En discuter aussi au cours de la maladie parce que ça va changer. D'accepter aussi que la forme de sexualité puisse changer. Donc oui, vous pouvez continuer à avoir des rapports sexuels, mais des fois, c'est de changer aussi comment on va avoir notre intimité en tant que couple. Vous allez voir aussi que plus votre rôle devient un rôle d'aidant, vous allez peut-être avoir un petit peu moins de désir sexuel, mais plus du tout envers votre proche. Donc, vous avez de l'amour pour lui, mais au niveau sexuel, c'est plus présent. Bien, il ne faut pas vous sentir coupable, c'est tout à fait normal. Puis dites-vous qu'il y a d'autres façons de démontrer votre affection à votre proche que tout simplement là, d'avoir une sexualité active. Je sais qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de beaucoup de problèmes comportementaux. Ça peut peut-être être effrayant pour vous, mais au contraire, je veux que vous sachiez que tous ces symptômes-là peuvent cohabiter avec la maladie à corps de Lewy et votre proche n'aura pas nécessairement toute la panoplie de symptômes que je vous ai exprimés aujourd'hui. Par contre, c'est de savoir que ça existe. Souvent, quand on sait que ça existe, c'est moins angoissant pour vous, aussi pour le proche, et c'est de savoir qu'il y a des professionnels autour de vous pour vous aider au moment venu, là, si jamais les symptômes sont trop importants.